Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI, Canal 15. Ce qui se joue ce soir peut changer la donne. L'Iran vient de frapper Haïfa. Regardez, les images sont impressionnantes. Il y a déjà plusieurs blessés. Les secours, évidemment, sont déjà sur place. Un nouveau cap vient d'être franchi dans cette guerre, alors que Trump se prépare au pire face à l'Iran. L'armée américaine est sur le pied de guerre au Moyen-Orient. Près de 40 avions, gros porteurs de matériel, de troupes ou d'opérations spéciales ont déjà quitté, vous le voyez, leur base américaine au Qatar. Pourquoi? C'est ce que nous verrons, carte et images à l'appui avec le général Richoud. Le président américain ne s'interdit rien. Une frappe nucléaire tactique sur le site iranien de Fordo où la méga-bombe, Bunker Buster, c'est son nom en anglais, à l'heure où Israël prépare l'envoi d'un commando spécial au sol pour anéantir ces installations nucléaires iraniennes. Comment imaginer ne pas agir alors que Washington affirme que l'Iran n'aurait besoin que de 15 jours pour achever la production d'une arme nucléaire. Mais le passage à l'acte aura un coût. Des agents iraniens infiltrés aux États-Unis préparent assassinats ciblés et attentats sur le sol américain. Israël, Iran, rien n'arrête l'escalade. C'est la question du grand dossier ce soir. Partons tout de suite retrouver nos correspondants. Mais d'abord, regardez ce qui vient de se passer il y a une heure seulement à Haïfa. What the fuck? Oh non! Image impressionnante. Partons donc retrouver notre correspondant Nicolas Rouget. Vous le savez, nos reporters, nos correspondants sont partout là où le conflit se joue. Nicolas Rouget, bonsoir. Des missiles iraniens ont donc frappé Haïfa. Oui, tout à fait. Alors, dans le quartier gouvernemental, c'est le quartier administratif du centre-ville de Haïfa. Donc, on a vu cette grande tour qui a été très endommagée. Il y a évidemment autour un tribunal. Il y a aussi des bâtiments administratifs. Il pourrait y avoir des installations militaires, mais pour l'instant, on ne peut soit ne pas le dire ou alors on ne veut pas le dire, en tout cas du côté israélien. Donc 19 personnes ont été amenées à l'hôpital, dont 3 grièvement blessés. Un des secouristes qui est arrivé sur place le premier a dit avoir vu un enfant, un adolescent de 16 ans marcher avec des blessures presque mortelles dans le quartier gouvernemental. Donc évidemment une scène de dévastation assez impressionnante. Même si au bout du compte, on parle de 19 blessés, il y a une espèce de routine qui s'est installée autour de ces frappes pluriquotidiennes maintenant dans les villes israéliennes. Et donc Haïfa est un des principaux centres. Il y a énormément de frappes iraniennes qui volent vers la ville de Haïfa, ce grand port de Galilée où il y a évidemment plusieurs installations stratégiques, dont des raffineries de pétrole. Et peut-être, il faut voir évidemment ce qui va se passer maintenant. Cela nécessite une réponse plus forte de la part des Israéliens. Pour l'instant, on ne le voit pas, mais on sait qu'il y a eu des frappes israéliennes en retour depuis cette frappe. Israël qui maintient une présence constante dans les ciels iraniens. Israël et Iran se rendent coup pour coup. Merci Nicolas Rouget, notre correspondant pour TF1 LCI en Israël, en direct de Haïfa ce soir. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir le général Nicolas Richoud. Bonsoir. Bonsoir Marie. Ancien commandant de la 7e brigade blindée. Niagale Bagayoko, bonsoir. Vous êtes chercheuse en relations internationales et présidente de l'African Security Network. Sylvie Berman, bonsoir. Ex-ambassadeur de France en Russie, en Grande-Bretagne et en Chine. On peut revoir ces images de frappe à Haïfa. Il y a au moins 21 blessés. À l'heure où nous parlons, les secours sont sur place et le bilan pourrait très bien s'alourdir dans les minutes et dans les heures qui viennent. On sait que Erdogan, qui joue toujours un double jeu entre l'Iran et l'Occident, estime ce soir que le point de non-retour a été atteint. Général, quel message envoie l'Iran aux États-Unis avec cette nouvelle frappe? Il envoie le message aux États-Unis et puis aussi à leur population et au monde musulman qu'ils ne sont pas à genoux.
tout simplement. Je veux dire, l'intérêt d'une frappe comme ça sur une ville, militairement, il n'y en a aucun. Ou alors il faudrait taper sur les objectifs stratégiques, les centrales, je sais pas quoi, les bases militaires. Là, c'est pas le cas. Il montre simplement, quand le message d'Israël essaie d'expliquer qu'ils ont la domination aérienne totale, qu'ils atteignent tous leurs objectifs et qu'ils sont en train de mettre l'Iran à genoux, ils montrent qu'ils ont une capacité de nuisance importante, ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas énormément de missiles, je crois que c'est 25 à peu près, 24-25, mais il y en a 1 sur 4 qui perce actuellement. Et c'est ça le vrai message. Le bouclier de défense israélien n'est pas en capacité d'intercepter tous ces missiles. Voilà, et relativement moins efficace que d'habitude, vraisemblablement, parce qu'ils utilisent des missiles qu'on n'a pas forcément venir, hypersoniques, modernes, très rapides, et que le bouclier n'intercepte pas. Lequel bouclier, peut-être, a-t-il aujourd'hui des problèmes logistiques, parce qu'il tire énormément depuis une semaine, et il doit être réapprovisionné. Et ça, à mon avis, il faut produire des armements qui coûtent très très cher pour permettre de garder une certaine étanchéité. Et là, visiblement, il y a une étanchéité qui est moindre. Ania Galagué-Bagayoko, Trump a dit à l'Iran la reddition ou l'Amérique frappera. L'Iran répond ce soir, nous n'allons pas négocier. En tout cas, l'Iran démontre qu'il n'est pas prêt de capituler, ni d'entrer dans une sorte de chantage que lui feraient les États-Unis. Parce qu'en réalité, qui apparaît piégé aujourd'hui tous les acteurs, finalement. On voit bien que l'Iran est quand même poussé dans des retranchements, qu'Israël démontre une supériorité moindre que celle qui était attendue, mais surtout que les États-Unis ne sont pas prêts aujourd'hui à s'engager, ce qui démontre, à mon avis, que au-delà des titulaires de pouvoir, quels qu'ils soient, ce sont les États-Unis qui sont aujourd'hui entrés dans une crise de crédibilité et qui ont du mal à s'imposer sur la scène internationale, en réalité, malgré toute la puissance qu'on leur prête. On peut regarder, alors que cette frappe iranienne a touché Israël, à Haïfa, cette autre image parallèlement qui en dit long sur l'état d'esprit du régime iranien, ces milliers de personnes qui manifestent contre Israël et ses alliés à Téhéran à l'issue de la prière hebdomadaire en scandant des slogans en soutien aux mollahs. Regardez bien le drapeau israélien et le drapeau américain qui sont brûlés en place publique, tandis que des manifestants brandissent le portrait de l'ayatollah Ali Khamenei. C'est dans ce contexte que Trump mûrit sa décision, dans ce bras de fer qui se joue entre Trump et l'Iran. L'Iran nous montre ce soir que l'État ne cédera pas. Enfin, que le régime iranien ne cédera pas. Et en fait, ces scènes, elles sont récurrentes. À chaque fois qu'ils veulent critiquer Israël ou les États-Unis, on voit les drapeaux des deux pays brûlés, on entend crier « mort à l'Amérique, mort à Israël »,« mort au grand Satan »,« mort au petit Satan », etc. Ça, c'est une mobilisation, effectivement, des durs du régime. Ça ne veut pas dire que c'est la position de la population, bien sûr, dans son ensemble, parce que en fait, alors évidemment, là, la situation est dangereuse parce que même si Israël frappe en priorité des sites nucléaires ou des sites logistiques, il y a des victimes civiles et ça peut-être pas retourner la population d'ailleurs, mais on sait qu'une grande partie a fui Téhéran déjà. Est-ce que Trump est en train qui joue avec les nerfs du régime iranien, il est en train de présenter un leurre en disant qu'il réfléchit, ou est-ce que c'est un vrai levier ? Alors, on ne sait jamais avec Trump, parce que justement, c'est un petit peu la stratégie du fou qui est assumée. Il peut faire quelque chose, il peut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, il peut dire, je vais prendre 2 semaines, et puis décider un jour de créer la surprise en frappant. En même temps, on sait très bien qu'il y a des fortes divisions dans son électorat et dans son administration également. Les MAGA l'ont quand même élu pour que, sur l'engagement qu'il n'y aurait plus jamais d'intervention, plus jamais de guerre, alors que les néoconservateurs reprennent un petit peu du poil de la bête, et eux qui voulaient, dans les
les années du début du millénaire, enfin en 2003, au moment de l'invasion de l'Irak, ils voulaient bombarder l'Iran. Le mot d'ordre, c'était bombe de bombe. Donc voilà, je pense qu'il y a des vraies hésitations de la part de Donald Trump. Alors l'Iran là, continue à attaquer Israël. On se trompe souvent quand on dit tel pays n'aura plus de missiles dans 3 mois, dans 6 mois. De toute évidence, ils en ont encore. Oui. De toute évidence, ils en ont encore. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent décider de frapper des bases américaines et s'en prendre directement aux États-Unis? Et dans ce cas-là, les Américains n'auront pas le choix et réagiront. Eh bien justement, si l'Amérique décide de frapper Fordo, le site nucléaire le plus secret et le plus stratégique d'Iran, est la cible privilégiée. Regardons ensemble, Général Richoux, devant le grand écran, précisément, carte et image à l'appui, quels sont les scénarios envisagés. Alors, le premier scénario, on vous en a déjà parlé, c'est détruire le site nucléaire de Fordo avec les bombes GBU-57, qu'on appelle également les Bunker Busters ou Massive Ordnance Penetrator, parce qu'elles ont un fort pouvoir de pénétration pour toucher évidemment les centrifugeuses qui sont enfouies dans les montagnes iraniennes. Seulement, il y a un problème. Des responsables ont été informés que l'utilisation de plusieurs GBU-57 ne pénétrerait pas suffisamment profondément sous terre. Alors il y a cette deuxième option qui a été mise sur la table, celle d'une frappe nucléaire tactique. Ça pourrait se passer en 2 étapes. Regardons ensemble. Première étape, des frappes avec, vous voyez, des bombes conventionnelles pour ramollir le terrain, pour ensuite, dans un second temps, envoyer une frappe nucléaire pour détruire ou en tout cas anéantir, atteindre réellement le site nucléaire de Fordo. Est-ce que ça s'est déjà vu, Général ? Non, absolument jamais. Jamais. Jamais, jamais. Et ce que l'on peut dire, c'est que ça me semble tout à fait improbable. On n'imagine pas les États-Unis, qui sont la seule nation à avoir utilisé l'arme nucléaire au monde lors d'une guerre, être celle qui va redéclencher, après 80 années de non-emploi, l'arme nucléaire sur un théâtre qui n'est pas un théâtre majeur pour elle, uniquement en appui de Benjamin Netanyahou. Ça serait, au-delà des effets mécaniques militaires, ce serait une déflagration politique et une déflagration sur le plan stratégique absolument considérable qui ferait perdre, à mon avis, aux États-Unis toute crédibilité stratégique, même auprès de ses alliés. Je pense que ça, je pense qu'on peut l'oublier et il me semble d'ailleurs qu'ils l'ont oublié. C'est une option vraiment trop lourde à porter par rapport aux intérêts stratégiques américains, tout simplement. Ça n'est pas puisque leur priorité n'est pas tout à fait quand même l'Iran. On sait bien que c'est la Chine. Ouais. Donc ça veut dire qu'en cas de bombardement, seules les méga-bombes XXL pourraient être utilisées pour frapper le site nucléaire. C'est-à-dire les GBU-57 ? Oui, tout à fait. Alors, les GBU-57, ça a été très bien dit, il semblerait qu'elles ne soient pas capables de percer. Mais oui. Alors, les GBU-57, déjà, si elle est tirée, elle ne sera tirée que par les Américains, parce qu'il faut des B-2 pour les gros bombardiers américains. Ceux qui viennent de Diego Garcia dans l'océan Indien, à 3500 km. Mais c'est une bombe de 14 tonnes, mais qui ne perce que 8-10 mètres de béton armé, ce qui est déjà absolument béton armé. 60 mètres de terre. Là, vous avez 80 mètres de roche. Alors, les pseudo-experts nous expliquent qu'on... Vous voyez, de manière chirurgicale, on en tire une, et puis après, dans le trou, on en tire la deuxième, ça va aller un peu plus profond, etc. Enfin, ça, c'est de la science-fiction. Mais oui, parce qu'en fait, en plus, il y a un schéma comme ça qui... Voilà, vous êtes dans Top Gun Maverick, où vous mettez 3 bombes, et le programme est anéanti. C'est un très joli film, mais ça ne correspond pas à la réalité. Moi, je prétends aussi que la GBU-57 ne peut pas réduire mais vous n'êtes pas le seul site nucléaire comme Fordo, c'est bien ça impossible. le problème. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une troisième option qui est envisagée par Israël, qui se doute bien que les Américains hésitent beaucoup, c'est l'opération terrestre. Alors regardons ensemble, il y a un commando qui serait donc envoyé au sol. C'est une opération extrêmement risquée, d'autant plus que qui se ferait par l'entrée des tunnels. On imagine des forces spéciales israéliennes qui entreraient dans le dédale de tunnels jusqu'à 80 mètres sous le sol pour poser des bombes. Le problème, c'est qu'il faut d'abord envoyer ces hommes. Et la base de Fordo, elle est à 1700 km d'Israël. Donc concrètement, si on peut regarder la carte, regardez.
Donc comment on envoie ces hommes? Est-ce qu'on imagine qu'ils peuvent faire escale dans un pays allié comme le Kurdistan, l'Azerbaïdjan, enfin pays allié entre guillemets? Est-ce qu'on imagine qu'on les envoie par avion simplement, qui passent par une base américaine au Koweït? Donc, quels sont les scénarios possibles? C'est très compliqué. La première difficulté, vous l'avez dit, c'est la distance. On nous a donné comme exemple, par exemple, une opération un peu similaire à petite échelle qui a été menée en Syrie dernièrement par les Israéliens sur une base syrienne. Mais la Syrie, rappelons-le, elle est frontalière d'Israël. Donc ils sont venus en hélicoptère, ils ont monté leur fer dans un pays failli où il n'y avait plus de force, etc. Donc ils ont fait une très belle opération, mais qui n'a pas la difficulté de celle-là. La distance est la première difficulté parce que vous dites comment font-on pour projeter des hommes sur 1700 km? Moi, je vous pose la question, comment fait-on pour exfiltrer des hommes une fois que la mission est accomplie et qu'ils vont avoir le pays sur le dos, 85 millions d'habitants, une armée qui est peut-être pas bonne, mais qui fait 800 000, 1 million d'hommes, avec les gardiens de la Révolution, les Pasdaran, etc. C'est absolument énorme. Donc la distance est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de surprise stratégique aucune. C'est-à-dire que cette cible-là, on la voit comme gros comme milieu de la figure. On sait que c'est un objectif majeur. On ne peut pas imaginer que les Iraniens ne soient pas prêts, en tout cas qu'ils n'aient pas amassé des forces considérables autour de la base pour la protéger si elle était attaquée de manière terrestre. Et ensuite, il va vous falloir beaucoup d'hommes et puis de munitions. Donc d'où viennent-elles? Alors peut-être qu'ils ont infiltré ça depuis très longtemps, qu'ils ont approché depuis très longtemps. Mais ensuite, il faut être capable de mener l'assaut et ensuite de repartir. Parce que si c'est des commandos au suicide, je peux vous dire que l'armée israélienne n'est pas comme ça. Il ne s'agit pas de les amener effectuer une mission au cours de laquelle ils vont mourir et au cours de laquelle ils n'ont aucune chance de repartir. Vous voyez, ça pose beaucoup plus de questions. Mais je ne suis pas un homme des forces spéciales, mais militairement, ça pose énormément de questions. En tous les cas, c'est une opération d'une complexité inouïe. Merci, Général. On continue ce débat avec vous et avec Mme l'ambassadeur, parce qu'on comprend bien, grâce au Général, à quel point cette opération serait complexe, mais il y a, autour de Donald Trump, des personnalités influentes qui poussent pour une intervention américaine, notamment le général Kurilla, qui est surnommé le gorille, le commandant de l'US Central Command, qui est un favori d'Israël, et qui a réussi à éclipser, nous dit-on, la plupart des voix isolationnistes de l'administration américaine, y compris Pete Hegseth, son patron au Pentagone, et loin des caméras du bureau ovale, le gorille, c'est donc son surnom, murmure à l'oreille de Trump. Il lui confie qu'une intervention militaire contre le régime iranien n'est pas si risquée. Madame l'ambassadeur, est-ce qu'on connaît le poids du général auprès de Donald Trump? Oui, tout à fait, parce que c'est le patron du CENTCOM qui est en fait le plus puissant, qui commande l'ensemble de cette région et qui a une véritable expertise. Pete Hegseth a combattu effectivement en Irak, mais c'est pas vraiment un militaire de carrière et auquel Trump peut faire confiance. Donc je pense qu'il écoute quand même effectivement ce militaire qui est un haut gradé et puis qui est placé dans la zone la plus stratégique pour les États-Unis, parce que le Moyen-Orient, ça a toujours été essentiel pour Washington. Alors maintenant, quelle sera la décision in fine, on n'en sait rien, mais voilà, c'est les experts qui reviennent un petit peu au pouvoir. Yagalagé Bagayoko. Alors, je pense qu'au-delà de la personnalité de ce commandant en chef, il faut revenir sur l'importance des commandements unifiés dans l'organisation de l'appareil de défense américain. Donc, le monde est divisé en fait en 11 commandements unifiés. Il y a effectivement ce CENTCOM qui a été créé justement dans le contexte iranien après la fameuse prise d'otage des années 60, de la fin des années 70. Mais je pense qu'il faut rappeler quand même que la plupart des opérations du CENTCOM, à l'exception de la fameuse tempête du désert contre le Koweït, se sont soldées par des échecs, absolument toutes. Que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Irak, que ce soit même la Somalie dès 92, la Libye, la Syrie. Donc je pense que même s'il y a en effet une personnalité qui semble avoir l'oreille de Donald Trump, il faut aussi inscrire dans ce contexte-là les décisions qui peuvent être prises au plus haut niveau aux
États-Unis. On sait aussi que ce sont des experts qui ont pu inciter à toutes ces interventions et que donc les décideurs politiques les ont suivis souvent de manière erronée. Donc moi, je ne lui accorderai pas forcément autant de poids qu'on lui donne. Je pense qu'on personnalise trop souvent en réalité les problématiques, qu'il y a des luttes bureaucratiques et des tendances et des histoires institutionnelles qui jouent aussi beaucoup dans les décisions qui sont prises. Alors évidemment, lui, il joue du fait que c'est un vétéran des guerres du Golfe, d'Irak et d'Afghanistan. Et donc d'échecs. D'échecs, c'est vrai, mais peut-être qu'il peut dire, je sais ce qui va marcher et je sais ce qui pourrait marcher. Écoutez, en tout cas, il a l'oreille de Donald Trump. Vous allez rester avec nous parce qu'on va continuer de s'interroger à l'heure où Washington affirme que l'Iran n'aurait besoin que de 15 jours pour achever la production d'une arme nucléaire. Est-ce vrai? C'est ce que nous verrons. Et dans un instant, nous rejoindrons nos envoyés spéciaux Claire Cambier et Vincent Wagner qui sont à Haïfa, qui vient d'être frappé par des missiles iraniens. A tout de suite Claire dans le grand dossier. Mais on regarde, Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Frappe sur Israël, rien n'arrête l'escalade ». L'Iran qui a frappé Haïfa, le point de non-retour semble avoir été atteint ce soir. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux Claire Cambier et Vincent Wagner sur les lieux de la frappe dans un instant. Comment imaginer ne pas agir alors que Washington affirme que l'Iran n'aurait besoin que de 15 jours pour achever la production d'une arme nucléaire? Est-ce un argument valable? Nous poserons la question à Fahimeh Robiol. Bonsoir, scientifique franco-iranienne, ex-ingénieure nucléaire en Iran. Vous nous avez rejoint. J'ajoute que l'armée américaine est sur le pied de guerre au Moyen-Orient. Près de 40 avions, gros porteurs de matériel, de troupes ou d'opérations spéciales qui ont quitté leur base au Qatar. Pourquoi? C'est ce que nous verrons avec le général Richoux devant le grand écran dans un instant. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, la guerre entre Israël et l'Iran au cœur des discussions à Genève en ce moment. La chef de la diplomatie européenne, les ministres des Affaires étrangères, vous voyez Jean-Noël Barrot, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, sont en Suisse auprès de leur homologue iranien. Objectif, désamorcer le conflit en cours en tentant de trouver un accord sur le programme nucléaire iranien, mission plus que compliquée. Autre grand titre dans l'actualité en France, cette situation très inquiétante dans le département de l'Aisne après le décès d'une enfant de 12 ans en raison d'une intoxication alimentaire. C'est le 8e cas mortel dans le département. 2 boucheries de Saint-Quentin dans l'Aisne ont été fermées préventivement dans le cadre de ces enquêtes sur ces intoxications alimentaires. C'est ce qu'a annoncé la préfecture de l'Aisne dans un communiqué. Cette vague de chaleur étouffante, 16 départements sont toujours placés en alerte orange canicule, principalement, vous voyez, dans l'ouest de l'Hexagone. Le thermomètre qui peut atteindre les 36, voire les 38 degrés par endroit avant un pic attendu demain. C'est une dizaine de degrés de plus que les normales de saison. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h20. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. Israël, Iran, rien n'arrête l'escalade. Nous sommes avec le général Nicolas Richoux, avec madame l'ambassadeur Sylvie Berman, Niagalagé Bagayoko, qui est chercheuse en relations internationales, et nous a rejoint Fahimeh Robiol, rebonsoir, ancien ingénieur en Iran et au commissariat de l'énergie atomique, chargé de cours à l'université de Téhéran et à l'ESSEC, auteur de Femmes, Vie, Liberté. Parlons-en. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans le grand dossier. On le disait, l'Iran a de nouveau frappé Israël. On va partir tout de suite retrouver l'une de nos équipes sur place, Claire Cambier avec Vincent Wagner. Vous êtes sur les lieux de la frappe à Haïfa. Bonsoir Claire. Donc ce sont bien des missiles qui ont frappé cette ville en Israël ce soir.
Oui, exactement. Environ 25 missiles qui sont abattus un petit peu sur tout le pays. On a entendu les alertes résonner un peu avant 16h. Regardez ici à Haïfa. C'est ce bâtiment, on le voit bien, qui a été frappé. Il était heureusement vide. Il s'agit de bâtiments de bureaux. Mais regardez pourquoi ici, parce que juste à côté, vous avez cette tour qui est bien connue et qui regroupe des bureaux gouvernementaux et notamment plusieurs antennes de ministères. Alors la frappe a vraiment soufflé énormément de bâtiments dans les alentours. On a pu voir sur notre chemin beaucoup de magasins avec les vitrines complètement cassées. Il y a selon les sources, entre une quinzaine et une trentaine de blessés. 2 sont dans un état grave, une jeune fille de 16 ans et un homme de 54 ans qui ont reçu des débris de ce missile. Ils sont actuellement à l'hôpital qui est juste à côté, l'hôpital Ramdam. Claire Cambier avec Vincent Wartner pour ces dernières informations en direct ce soir de Haïfa. Regardez cette image, car les habitants de Haïfa, il y a plus d'une heure, ont envoyé cette séquence. Ils ont pu filmer le moment de la frappe. Et après, son lévite. Vous voulez un verre d'eau? Au moins 21 blessés à Haïfa. On comprend ce soir que l'Iran est dans une logique jusqu'au boutiste, alors que Washington affirme que le régime n'aurait besoin que de 15 jours pour achever la production d'une arme nucléaire. Écoutons la porte-parole de la Maison-Blanche. C'est une question importante que les médias semblent traiter de manière erronée. Soyons très clairs, l'Iran a tout ce dont il a besoin pour produire une arme nucléaire. La seule chose qui leur manque, c'est une décision du leader suprême. La production d'une telle arme leur prendrait quelques semaines. Cela représenterait une menace existentielle, non seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis et le reste du monde. C'est une position qui fait consensus partout dans le monde, même pour la Russie. Alors pour appuyer ce que dit la Maison-Blanche, regardons ce que dit ce soir Raphaël Grossi. C'est le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dit ceci: l'Iran dispose dès maintenant de suffisamment de matière pour plusieurs ogives nucléaires, mais cela ne doit pas être assimilé à une arme nucléaire. Il ajoute: nous n'avons pas à ce stade de preuves tangibles qu'il existe un programme ou un plan pour fabriquer une arme nucléaire. Qu'en dites-vous, Fahimé Robiol, vous qui êtes ancien ingénieur en Iran et au commissariat de l'énergie atomique? Alors, d'abord, j'ai travaillé dans le nucléaire iranien civil avant la révolution, où j'étais obligée de quitter le pays parce que mon mari était petit Satan, un Français. Alors, moi, si j'ai un critique à apporter à ce monsieur Grossi, il est allé maintes fois là-bas. Et c'est lui, des fois, il dit dans quelques jours, ils vont avoir. Dans plusieurs semaines, ils vont avoir. Ce qu'on voudrait, c'est qu'une fois pour toutes, il donne l'ensemble des informations de façon claire. Avant-hier soir, il a dit à CNN, avant que Trump, enfin le représentant de Maison-Blanche, dise quelque chose, il a dit que l'Iran ne dispose pas du tout, il n'y a pas de danger. Donc il faut savoir à quel endroit il dit quoi pour qu'on soit clair. Et quand il dit il n'est pas encore proche, il faut savoir, est-ce qu'il est en train seulement de parler des matières fissiles, ou bien à côté de ces matières fissiles, tous les dispositifs qu'on a besoin de miniaturiser, automatiser pour le lancer. Donc on a vraiment besoin qu'il soit un peu plus explicite, et à chaque étape, ils ne disent pas quelque chose qui ne va pas. Au moins, laissez les Israéliens en parler, parce que je pense que les informations israéliennes sont beaucoup plus précises et concises que ce qui vient d'être dit. Quant aux 15 jours de M. Trump, moi j'observe dans pas mal de dossiers, il a toujours dit 15 jours. Oui, c'est ça que c'est un de ces chiffres fétiches. C'est un chiffre fétiche qui veut dire, par exemple, quand on dit dans quelques jours pour se débarrasser d'une information, et ce qui me semble. Et les frappes iraniennes, je suis vraiment désolée pour ces images qu'on voit en Israël. Ce que je peux dire jusqu'à les informations que j'ai, autant qu'Israël, jusqu'à l'interruption de Internet, expliquées par des annonces à quel endroit on va frapper. Et ces frappes-là portaient exclusivement
sur les endroits où le régime iranien avait ses armements, ses usines et les endroits où... Oui, c'est du matériel militaire qui est visé. Là, on comprend bien que l'Iran n'a aucun problème à frapper des civils. Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, je peux dire, et les 30 personnes qu'il a tuées également, ça a été fait depuis le sol, par des agents au sol et qui ont visé même la chambre à coucher d'un tel et un tel. Donc c'est une asymétrie complètement inhabituelle et qu'on frappe les personnes qui n'ont rien fait et que simplement leur gouvernement est en train de les protéger. Général Richoux, quel regard vous portez sur ces alertes, une bombe nucléaire qui pourrait être prête en 15 jours seulement en Iran? Moi, je crois que c'est un slogan, véritablement. C'est un argument marketing, en fait. J'ai toujours cru à la volonté, moi, de l'Iran d'acquérir la bombe, mais non pas parce que j'ai des renseignements ultra secrets, c'est simplement parce que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour être une puissance dans le monde, il faut avoir la bombe. Pour être respecté, il faut avoir la bombe. Quand on n'a pas la bombe, on n'est pas respecté. Quand on a un État failli, comme la Corée du Nord, mais qu'on a la bombe, on vous parle doucement, chantant, on négocie. Quand vous êtes l'Iran, que vous n'avez pas la bombe, on vous bombarde. Donc, je pense que il est normal que politiquement, le régime cherche à se donner de l'arme qui le mettra à l'abri d'un certain nombre de choses. Voilà. Maintenant, d'un seul coup, on découvre qu'ils sont à 15 jours. Ça, j'y crois pas. Je crois qu'ils sont capables d'enrichir comme il faut pour construire quelques bombes, mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas résolu tous les problèmes. Il y a le problème du lanceur, il y a le problème du détonateur, il y a le problème du vecteur, il y a le problème de toute l'ergonomie qui fait que la bombe va exploser et qu'on est capable de l'envoyer à bon port. Tout ça, à mon avis, ça ne se fait pas en 15 jours. Alors, bien sûr, il ne faut pas le faire au dernier moment. Si on veut supprimer le programme, il ne faut pas le faire au dernier moment. Maintenant, moi, je ne crois pas au bombardement comme capable d'éradiquer à 100% le programme iranien. Je pense qu'il faudra aller à la négociation à un moment ou à un autre. Ça peut aider. Je veux dire, il faut leur tordre le bras. Mais à un moment donné, si on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de bombe iranienne, ça ne peut se faire que par négociation. Sinon, si le régime ne tombe pas, un jour, ils l'auront. En France, Emmanuel Macron alerte aussi sur le danger du nucléaire iranien. Écoutons-le depuis l'aéroport du Bourget aujourd'hui. Personne ne doit négliger le risque que représente un Iran doté de l'arme nucléaire. Et donc, c'est un vrai risque, c'est une vraie menace. Personne ne peut sérieusement penser que cette menace, on y répond avec les opérations en cours uniquement. Sylvie Berman, le nucléaire iranien, une vraie menace, dit le chef de l'État. Oui, bien sûr, c'est une menace. Bon, c'est une menace pour Israël, c'est clair. C'est une menace pour d'autres pays. Puis il peut frapper également les Européens. Quand j'étais à Bruxelles, il y a plus de 20 ans maintenant, déjà, les Israéliens, les Américains alertaient en disant que les Iraniens allaient avoir une bombe nucléaire d'ici un mois. Donc c'est il y a très longtemps, donc on n'en sait rien en réalité, il n'empêche que c'est une menace. Et je pense, je ne suis pas ingénieur nucléaire, mais que si on n'a pas un programme militaire, si on ne cherche pas à avoir la bombe, eh bien, on ne l'enfouit pas à 80 mètres de profondeur sous une montagne. Donc il y a une intention, mais effectivement, c'est ce que disaient les Américains avant. C'est ce que disait Raphaël Grossi, et jusqu'à présent, il n'y a pas de décision du régime. Mais il n'empêche que c'est un programme, bien évidemment, à visée nucléaire et pour acquérir la bombe. Alors, pour les frappes israéliennes, c'est une fenêtre d'opportunité, parce qu'ils ont affaibli les tentacules de la pieuvre, et aujourd'hui, ils s'attaquent à la tête parce qu'ils peuvent le faire. Et que s'ils ne le font pas aujourd'hui, peut-être que l'occasion ne se représentera pas plus tard. Je pense que c'est dans ce cadre-là que la décision israélienne s'inscrit. Niagale Bagayoko. On voyait les réactions, notamment du président français. Il y a des acteurs qu'on mentionne assez peu, mais à mon avis qui sont très importants, ce sont les pays arabes, parce que ce sont eux aussi, manifestement, qui ont l'oreille des Américains, notamment, et qui pèsent aussi dans le jeu régional, y compris vis-à-vis des Israéliens. Le rôle d'Oman, bien sûr, qui accueille ces négociations, qui sont un peu retardées, bien entendu, à Mascate, mais
il y a aussi cette question centrale, à mon avis, de l'Arabie saoudite, qui s'est rapprochée de l'Iran sous l'égide de la Chine en 2023, et qui, à mon avis, a besoin aussi de démontrer aux États-Unis que l'option qu'elle pousse, à savoir celle de la négociation, est celle qui sera la plus payante. Il y a le Qatar aussi qui se situe de cette façon-là. Donc je pense que ces acteurs qui sont assez discrets sont en réalité d'un poids assez conséquent dans tout ce qui est en train de se tramer aujourd'hui. Fahimi Robiol. Dans toute cette affaire-là, on ne parle pas de 85 millions Iraniens qui sont pris en otage par un régime dictatorial. Je peux vous dire qu'on en a parlé parce que quand on a montré des images des manifestants qui soutenaient le régime, on a bien précisé que c'était une démonstration de force et de communication de la part du régime. Alors, je n'ai pas écouté, donc je le répète et ça fera du bien. Mais oui. Alors aujourd'hui, on parle de la négociation. On sait que c'est un régime qui, depuis 45 ans, a menti à tout le monde, que c'est un régime qui a monté en puissance ses proxys. Aujourd'hui, ces proxys n'existent plus. Il est arrivé maintenant de zone grise à une zone qu'on le voit, et on dit qu'il faut négocier. Admettons, il va le faire, il va accepter tout ce qu'on va lui demander. C'est-à-dire, on rase tout, on ne fera plus rien, etc. Parce que c'est un régime qui simplement survit par ses programmes. Une fois qu'il a signé, puisque c'est un régime menteur à quel on ne peut pas faire confiance, une fois qu'il prend un tout petit peu de la force, il va recommencer. Il va recommencer et il va recommencer parce que son survie n'est pas simplement au niveau extérieur, c'est au niveau de sa population. Mais entre-temps, il a commencé ses menaces. Il va avoir la punition des milliers d'Iraniens qui vont être tués parce que eux, ils ont commencé à montrer, peut-être que l'Israël va nous sauver de cette marasme depuis 45 ans. Et à ça qu'il faut qu'on pense. Ah mais ça, je vous l'assurer que personne n'oublie ces Iraniens courageux qui depuis des années se battent au péril de leur vie pour contrer ce régime iranien. Et ça, évidemment, c'est de donner les Israéliens, les Américains l'ont en tête, et l'armée américaine est sur le pied de guerre au Moyen-Orient. C'est ce qu'on va voir avec vous, Général, devant le grand écran. Près de 40 avions, gros porteurs de matériel, de troupes ou d'opérations spéciales, ont quitté leur base américaine au Qatar. On peut voir d'abord sur cette première carte, représentée en rouge, la présence américaine dans la région, notamment avec leur propre base. Mais Donald Trump, il fait plus en ce moment. Il ramène du matériel et notamment sa flotte navale. Alors vous voyez déjà les destroyers en mer Méditerranée et en mer Rouge, et en plus des bateaux anti-mines dans le golfe Persique. Et tout ça se rajoute aux 3 porte-avions dont on vous parle depuis maintenant 3 jours, l'US Carl Vinson et l'US Nimitz, qui est en chemin pour rejoindre l'US General Herford. Ça montre évidemment qu'il y a un mouvement, et ça fait au total 40 000 hommes qui sont mobilisés, 3 groupes aéronavals avec ces avions. Donc, Général, pourquoi faire tout ça ? Alors moi j'avais compris également qu'il y avait l'Eisenhower qui était en Méditerranée orientale. Donc si c'est confirmé, ça fait 4 porte-avions. 4 porte-avions avec 80 aéronefs dessus. Vous imaginez ce que ça fait ? Ça fait plus que la capacité de l'avion de chasse française. Avec 4, voilà, on est plus de 300 bâtiments, c'est absolument énorme. Et comme ils sont entourés d'une flotte aéronavale avec des destroyers, vous l'avez dit, il y a des sous-marins nucléaires d'attaque, il y a des frégates antiaériennes, etc. C'est aussi des centaines de Tomahawk, de capacités de missiles de tir, de missiles de croisière, qui accompagnent ces porte-avions en plus de la force de frappe aérienne. Donc là, c'est véritablement un mouvement qui permet de prendre en tenaille toute la péninsule arabique qui part de là et puis qui remonte vers la Syrie. Il manque quand même un acteur essentiel que vous avez oublié dans la région. C'est la 6e flotte. Alors, elle en fait partie, le Gerald Ford fait partie de la 6e flotte, mais la 6e flotte qui est à Naples, c'est la grosse flotte de Méditerranée. Donc là, il faut rajouter un point rouge énorme qui appartient à l'OTAN,
mais c'est le général Ford, quand il vient se positionner à l'arche d'Israël, il appartient à la 6e flotte, il part de là. Ils ont un deuxième porte-avions là-bas, il faut le savoir. Il part de l'Italie. Oui, absolument. À Naples, il y a une flotte gigantesque, stationnée en permanence, la 6e flotte, avec 2 porte-avions, des destroyers, 7 destroyers, des sous-marins, etc. Vous renforcez ma question, général. Voilà. Alors, pourquoi on mobilise toute cette force aéronavale et ces avions? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, ils sont en train de se prépositionner stratégiquement. Et puis ensuite, lorsqu'ils seront prêts, ils entendront la décision du président. Attaquons-nous ou n'attaquons-nous pas l'Iran? Mais quand le président dira go, eh bien les pièces seront au départ du coup et ils seront capables de frapper très violemment dans la foulée. Mais là, avec des centaines et des centaines de vecteurs. Il n'y a pas que les avions, je l'ai dit. Il y aura des centaines de missiles de croisière qui seront tirés. Et donc, ça sera une force de destruction absolument tout à fait conséquente. Mais aussi une déflagration vraiment politique et stratégique d'une intervention de ce niveau-là des États-Unis dans cette région. Et forcément, ça aura des conséquences sur le plan international. C'est très intéressant ce que vous nous expliquez, Général, et ça montre à quel point l'entrée en guerre américaine est une option extrêmement sérieuse. Sinon, toute cette force aéronavale ne serait pas mobilisée. Mais le passage à l'acte, on continue ce débat avec vous, Général, il aura forcément un coût, j'ai envie de dire, Sylvie Berman, parce qu'on sait que des agents infiltrés aux États-Unis préparent assassinats ciblés, attentats sur le sol américain. Alors jusqu'ici, les complots iraniens ont été déjoués, mais jusqu'à quand? Écoutons ce que dit ce militaire iranien, général de brigade. Les Américains ont 10 bases dans la région, notamment autour de l'Iran, et 50 000 soldats y sont basés. Cela signifie qu'ils sont assis dans une maison de verre. Et quand on est assis dans une maison de verre, on ne jette pas de pierre aux autres. Bon, il menace, mais précisons que ce général a été tué lors des frappes israéliennes de la semaine dernière. Mais au-delà du cas de ce général, Sylvie Berman, est-ce que l'Amérique est prête à assumer les conséquences sur son sol d'une intervention américaine en Iran ? Si jamais les Iraniens frappaient des Américains dans des bases ou dans des attentats terroristes, il est évident que dans ce cas-là, ils réagiraient de manière extrêmement forte. Et de toute façon, ils ont une supériorité évidente que vous venez de démontrer. Donc c'est aussi un risque à prendre pour les Iraniens. C'est normal qu'ils menacent, mais je pense qu'ils y réfléchiront quand même. Ils ont déjà commis des attentats bien sûr. Sur le sol européen, sur le sol français. Enfin, ils sont coutumiers du fait, si je puis le dire. Niagali Bagayoko. Alors moi, je serais quand même très étonnée que les Iraniens osent perpétrer un attentat sur le sol américain. En revanche, je trouve que cet élément-là incite à mettre l'accent sur le rôle des services de renseignement de tous les protagonistes. Parce qu'on parlait tout à l'heure de toutes les options qu'avait Israël à sa disposition pour frapper notamment le nucléaire, enfin les installations nucléaires iraniennes ou militaires. Je pense que son principal... On poursuit ce débat, mais d'abord on écoute Benjamin Netanyahu. D'accord, bien sûr. Je me permets. Yes, I think he's a great leader, and I thank him for assisting in Israel's defense. You want me to put in English, please? Reuters, would you like a question? Reuters? No. Okay. But this is the difference between us and them. They target civilians. We do civilians. Eux et nous, eux, ils ciblent des civils. C'est ce qu'on vous répétiez, Fahimé Robiol, la différence entre le régime iranien qui ne fait pas la différence automatiquement, c'est un choix, entre les cibles civiles et les cibles militaires. On va l'écouter dans un instant. Mais d'abord, sur la menace iranienne sur le sol américain, qu'en pensez-vous ? Je pense que tous leurs enfants sont aux États-Unis, au Canada. Donc rien que pour leurs enfants, je pense qu'ils ne le feront pas. Et je vous ai coupé. Non, mais je vous en prie. Non, je disais que même pour cette question d'une attaque israélienne, on parle du transport à 1700 km, etc. Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est l'infiltration des services israéliens au sein de l'appareil militaire et politique. Et on revient à Rehovot, on fait des allers-retours pour écouter le Premier ministre israélien.
le programme d'armes nucléaires iranien. Et nous avons les capacités pour le faire. Les États-Unis prennent leurs propres décisions. Le président Trump est un très grand leader, un ami d'Israël. Et nous faisons ce qui est bon pour Israël. Lui fait ce qui est bon pour l'Amérique. Dans une demi-heure. Une demi-heure. Aussi longtemps qu'il le faudra, en fait. Aussi longtemps qu'il le faudra, parce que nous sommes confrontés à un danger existentiel qui est double. Celui qui vient des 20 000 roquettes et les bombes atomiques aux mains de ce régime fou. Je crois avoir déjà répondu à cette question. Bakasha. Comment ça va? Je vous avais pas vu. Sheila, une question. Je vais te montrer quelque chose. Pourquoi cette fois-ci c'est pas la même chose qu'en 2003 avec l'Irak? J'ai déjà dit ça. J'avais à l'époque une vision plus ciblée. Voilà. C'est ce que j'avais dit à l'époque au secrétaire d'État américain. Mais votre objectif principal, c'est le gouvernement iranien. Et à l'époque, déjà, il développait son programme nucléaire. Il faut forcer, cet objectif à l'époque, c'était de forcer le gouvernement iranien à démanteler son programme nucléaire. On n'avait pas de preuves certaines à l'époque que le régime Saddam Hussein avait la bombe atomique, c'est vrai. J'ai pas besoin de les convaincre. Ils parlent de Trump. J'ai pas besoin de les convaincre. Ils sont largement convaincus eux-mêmes. Il y a un régime tyrannique en Iran. Ce sont les ayatollahs, il a raison. Merci beaucoup à vous. Encore autre chose. Encore autre chose. Nous rencontrons le progrès, nous avons le progrès, le peuple d'Israël, l'avancée technologique. Tous les ministres peuvent témoigner de la même chose, la mobilisation du peuple tout entière. Au-dessus de nous, l'accord mutuel, le soutien mutuel, les camarades véritables du front intérieur à côté, regardez-les. Venez par ici, venez par ici. Voilà nos héros. C'est un peuple de héros. De ce peuple des héros sortent des... C'est un grand témoignage pour Israël. Voilà ce qu'on voit. Nous ne menaçons pas, nous n'exerçons pas de menace sur la population de Téhéran. Nous menaçons par contre le régime iranien. Merci beaucoup. Benyamin Netanyahou qui réaffirme ce soir sa détermination, non pas face
au peuple iranien, dit-il, mais face au régime iranien. Et il le fait depuis un lieu symbolique, Rehovot, qui se trouve à 24 km de Tel Aviv et qui a été également frappé par des missiles iraniens. Nous sommes confrontés à un danger existentiel, dit-il, général Richoux. On voit bien que la négociation est inimaginable. Oui, la négociation est difficile. Alors le danger existentiel, ça c'est le slogan quand même depuis le début. Il faut quand même rappeler que c'est la puissance majeure de la région. Ils sont dotés de l'arme nucléaire. Ils ont sans doute à peu près 150 têtes d'après ce que l'on sait. Donc il n'y a aucun État aujourd'hui qui mette en danger la vie d'Israël. Ils dominent absolument tout le monde, jusqu'en Iran. Voilà. Donc c'est aussi dans l'intérêt de Netanyahou de surfer. C'est un peu le sauveur de la patrie là, qui s'occupe des méchants. C'est le message qu'il envoie. On va poursuivre ce débat évidemment dans un instant avec vous sur ce plateau, avec également cette question. Sommes-nous en train de basculer désormais dans un conflit globalisé? Poutine met en garde Trump en cas d'intervention américaine. Erdogan dit que le point de non-retour a été atteint. Ils affirment jouer les médiateurs, mais jouent-ils double jeu? Réponse après la pub dans le grand dossier. Vous êtes au bon endroit sur LCI, Canal 15, devant le grand dossier intitulé ce soir « Iran-Israël, rien n'arrête l'escalade ». Le chef de l'armée israélienne dit ce soir qu'Israël doit se préparer à une campagne prolongée à l'heure où la ville d'Haïfa a été touchée par plusieurs tirs de missiles iraniens. Il y a au moins 21 blessés. La ville d'Erevot, également à 24 km de Tel Aviv, a été frappée et Benyamin Netanyahou a décidé de se rendre sur les lieux de la frappe pour réaffirmer sa détermination. Nous menaçons le régime iranien et non le peuple iranien. Nous sommes confrontés à un danger existentiel, répète-t-il, Sylvie Bermann. Oui, ça fait depuis 1979 que le régime iranien, les ayatollahs, le guide suprême menacent Israël de destruction. Donc on peut comprendre qu'ils considèrent ça comme un danger existentiel. D'autre part, les proxys qui servait à la fois à protéger l'Iran et attaquer Israël sans qu'il y ait de guerre directe avec l'Iran, ont frappé aussi à plusieurs reprises. Donc ça, on le conçoit tout à fait. Et il fait une distinction entre le régime et la population, parce qu'en réalité, il y avait des relations très proches, à l'époque du Shah, et qu'aujourd'hui encore il y a des contacts, et c'est la raison pour laquelle les Israéliens ont pu infiltrer à ce point y compris les services des gardiens de la Révolution. Et c'est vrai que c'est ce que disait cette femme ingénieure tout à l'heure, et qui a écrit ce livre, Femme, vie, liberté, c'est que la population iranienne, en grande majorité, attend la fin de ce régime. Yagalé Bagayoko. Oui, tout à fait. On voit très bien quel est le calcul, et depuis longtemps, de Benyamin Netanyahou, qui a dit son ambition de remodeler le visage du Moyen-Orient, voire du monde, notamment en s'en remettant à un soulèvement populaire éventuel en Iran, qui en effet est envisageable. Mais la question qui se pose plus largement, et qui empêche aussi les liens entre les différents centres de décision en Iran, vous avez évidemment la figure de l'ayatollah, mais vous avez aussi le rôle des gardiens de la révolution, le rôle du président, même s'il est moins important aujourd'hui. Et la question véritablement qui est en jeu aujourd'hui, c'est de savoir ce qui se passerait après la chute de ce régime, une autre hypothèse pouvant être aussi celle d'un coup d'État. Évidemment, et c'est la crainte des alliés de Téhéran. Poutine met en garde Trump en cas d'intervention américaine. Erdogan a dit que le point de non-retour a été atteint. Kadi, bonsoir, vous nous avez rejoint. Alors, les alliés de l'Iran, déclarés ou non, affirment qu'ils veulent jouer les médiateurs, mais ils jouent peut-être double jeu. Oui, effectivement, Marie-Aline. Alors, il y en a un qui s'est proposé à plusieurs reprises pour servir de médiateur. Il a mis en avant les relations de son pays avec les deux pays, notamment ces derniers jours au Forum économique de Saint-Pétersbourg. C'est Vladimir Poutine avec, vous allez l'entendre, un argument de poids. Écoutez
ce que suggère le président russe. Le niveau de confiance entre nos pays est très élevé. Nous avons de très bonnes relations avec l'Iran et dans le domaine de l'énergie nucléaire, nous pourrions, ensemble, continuer ce travail et garantir leur intérêt dans ce domaine. Voilà, alors pourquoi il nous dit ça, Vladimir Poutine? En fait, c'est parce que tout simplement, la Russie a signé en janvier un pacte économique, politique, militaire avec l'Iran, qui les lie sur 20 ans et qui comprend le développement de l'exploitation d'une centrale nucléaire. C'est à Bushehr, dans le sud de l'Iran. Alors concernant la relation de la Russie avec Israël, les canaux diplomatiques, vous allez voir, ils sont ouverts. La Russie maintient des relations de travail avec Israël, ce qui lui donne une position unique dans cette médiation, pour qu'on discute avec les deux parties. Toutefois, la Russie a condamné les frappes israéliennes comme une violation du droit international. Le bémol, comme le disait récemment Donald Trump, c'est que Vladimir Poutine, il a d'autres chats à fouetter en Ukraine. Voilà. Alors, mais donc, Vladimir Poutine, question crédibilité, vu comment il s'est comporté, il se comporte toujours en Ukraine, c'est pas tout à fait ça. C'est pas le meilleur candidat, effectivement, Marie-Aline. Le suivant, il se veut plus modestement un facilitateur. C'est ce qu'il a déclaré. D'ailleurs, vous disiez il y a quelques minutes, il a évoqué le fait que le conflit rentrait dans un point de non-retour. Autrement dit, il faut trouver l'homme providentiel. Ce serait donc lui, Recep Tayyip Erdogan. Alors, quid des relations de la Turquie avec l'Iran? La Turquie, elle maintient de très bonnes relations avec l'Iran. Ils ont des relations pragmatiques, mais aussi dans le commerce énergétique notamment. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, les relations entre la Turquie et l'Iran, elles sont principalement sur des raisons idéologiques, plutôt anti-israéliennes de base. Donc, quant aux relations entre la Turquie et Israël, elles sont plus tendues, marquées justement par des critiques virulentes d'Erdogan contre les actions d'Israël, notamment à Gaza. Et puis, on le sait, Recep Tayyip Erdogan soutient le Hamas. Tout ça limite évidemment la crédibilité de la Turquie comme médiateur, on s'en doute. Merci beaucoup, Kadi, pour ces explications. Et je me permets de rajouter qu'il y a aussi peut-être, si ce n'est le plus crédible, le plus puissant, évidemment, de ceux qui soutiennent, entre guillemets, l'Iran, c'est la Chine, le président chinois Xi Jinping, qui insiste sur une solution diplomatique pour le programme nucléaire iranien. Il faut préciser que la Chine est un partenaire économique majeur de l'Iran. Merci pour ce grand dossier, merci d'avoir participé. Il est pile 18h et c'est l'heure du journal avec vous, Kali.